Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un format vidéo un peu de style podcast pour vous partager le fruit de mes recherches que j'ai faites dans le cadre de ma maîtrise en théologie pratique. Et qui dit théologie pratique dit justement mise en pratique. Donc, on ne veut pas seulement rester dans les salles de classe, mais aussi pouvoir apporter la transformation dans les communautés, dans nos communautés chrétiennes. Alors, c'est un peu mon souhait en vous partageant le fruit de mes recherches aujourd'hui. Donc, mon sujet, c'était l'inclusion des femmes dans les communications au sein des églises évangéliques québécoises francophones. Alors, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, vous interpeller, je vous invite à écouter la suite de cette vidéo où je vous partage mes conclusions. Donc, l'utilisation du masculin générique dans le système de la langue française, ça peut provoquer une exclusion et une invisibilisation des femmes au sein d'un groupe dans les églises. Et l'objectif de ma recherche, c'était d'évaluer en fait l'impact de cette utilisation-là sur l'inclusion des femmes pour déterminer en fait quelles pratiques de communication permettraient de susciter leur inclusion dans les églises et favoriser l'égalité. Donc, j'avais 3 sous-objectifs pour me permettre d'atteindre cet objectif général-là. Donc, premièrement, je voulais déterminer quels sentiments suscite l'utilisation du masculin générique, mais aussi du langage plus inclusif. Donc, quel impact ça a chez les femmes dans les églises. Et pour ce faire, en fait, j'ai analysé des données que j'ai recueillies dans des groupes de discussion, 2 groupes qui ont donné la parole à 7 femmes pour s'exprimer sur le sujet. Le deuxième objectif, c'est concernant l'aspect linguistique de la question. Donc, j'aime beaucoup la langue française, alors c'était quelque chose que je voulais aborder. Donc, j'ai exploré le lien entre le langage et la construction des rapports sociaux pour déterminer, en fait, dans quelle mesure est-ce que la langue et la réalité sociale, les rapports sociaux vont s'influencer mutuellement. Troisièmement aussi, finalement, je voulais évidemment proposer des stratégies de communication qui vont favoriser l'inclusion des femmes dans l'Église. À la suite, évidemment, de toutes les données recueillies, toutes les personnes qu'on va être allé, les données qu'on va être allé rechercher un peu partout, de différentes manières dans la Bible, avec les groupes de discussion par rapport aux experts, aux expertes dans la littérature aussi. Ma recherche, elle s'inscrit dans une approche féministe, alors avant de juste penser aux stéréotypes ou même aux préjugés que certains pourraient avoir par rapport au féminisme, déjà mentionnons que le féminisme, c'est un mouvement qui est très pluriel, donc ce n'est pas, par exemple, les médecins ont des approches différentes, les psychologues, des boulangers ont des techniques différentes, donc c'est un peu la même chose aussi dans le courant féministe, donc ce n'est pas toutes les féministes qui vont penser qu'ils vont avoir les mêmes opinions sur tous les mêmes sujets. Donc ça, c'est important déjà juste de mentionner ça. Mais il y avait quand même certains principes qui ressortaient en fait des approches des études féministes que je voulais utiliser en fait pour ma propre recherche. Donc tout d'abord, le premier principe, c'est de vraiment poursuivre l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, mon souhait, c'est vraiment de promouvoir la perspective égalitaire dans l'Église évangélique francophone. Le deuxième point, c'est de tenir compte, en fait, du système patriarcal. Donc, ça va être important de le faire, entre autres, dans l'étude des origines de la grammaire française, dont les règles de l'époque étaient vraiment composées par les hommes, donc d'où vient ce fameux masculin qui l'emporte, on pourrait dire. On va aller explorer ça. Et aussi, il faut en tenir compte aussi dans notre tradition ecclésiale, donc du système plutôt patriarcal. Voilà. Et le troisième concept féministe qui est à la base de ma recherche aussi, c'est de donner la parole aux femmes. Donc, plus précisément, de valoriser, de tenir compte de leur expérience, d'aller les écouter, parce que c'est les premières concernées dans le cadre de mon sujet. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'organiser 2 groupes de discussion sur le sujet aussi. Dans mon étude biblique que je vais vous présenter, c'est l'histoire d'une femme qui est mise aussi de l'avant. Avant d'aller plus loin, je voulais juste définir un peu qu'est-ce que c'est la communication inclusive. Donc, ça comprend différentes stratégies écrites et verbales et aussi non verbales pour susciter un sentiment d'inclusion
dans un groupe qui est diversifié. En Europe, on va plutôt parler de communication épicène et c'est plutôt cette définition-là européenne que j'utilise dans ma recherche. Donc, cette communication épicène-là, elle vise à assurer un équilibre dans la représentation des hommes et des femmes dans les textes. Et donc, pour ce faire, on va utiliser différentes stratégies comme la désignation féminine et masculine coordonnée, par exemple, on va dire les lecteurs, les lectrices, les chrétiens et les chrétiennes, ou on peut utiliser aussi des formulations neutres, par exemple avec des noms épicènes, des termes collectifs comme la communauté chrétienne ou le lectorat. Et avec parcimonie, on va utiliser le masculin générique. Mais moi, mon objectif, c'est de de rendre visible en fait les femmes dans la langue, donc ça va être plutôt de mettre l'accent sur les termes répétés pour qu'on puisse voir que les femmes sont aussi présentes dans un groupe. Le masculin générique, de son côté, en termes de définition, là, c'est une expression qui est employée pour désigner la règle grammaticale selon laquelle le genre neutre, il est masculin. Donc, il faut tenir par la suite pour acquis que les femmes pourraient être incluses dans certains propos sans nécessairement être nommées dans un groupe. En d'autres termes, l'usage du masculin générique, toutes les communications seraient partagées au masculin. Donc, à moins qu'on fasse référence spécifiquement à des femmes. Et faudrait déterminer donc par d'autres indices sociaux et normatifs si les femmes sont incluses ou non dans la communication qui est dite neutre. Et c'est là un peu que vient jouer la construction de la langue sur la réalité sociale. Donc, je veux commencer par faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on voit dans la littérature. Premièrement, par rapport à cette construction-là sociale entre le langage et les rapports sociaux. La première experte que je suis allée consulter, c'est Eliane Viennot, qui est une historienne et qui retrace en fait l'origine et l'histoire de la règle grammaticale du masculin générique, du masculin qui l'emporte dans son livre « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Et elle défend en fait l'idée selon laquelle l'utilisation généralisée du masculin dans la langue française, c'est ancré en fait dans un contexte historique qui est dominé par les hommes et qui, donc déjà sur le plan social, et aussi c'est en plus eux à ce moment-là qui régissaient les règles de la langue française. Donc Viennot souligne que nous sommes les héritiers et héritières d'un long effort pour masculiniser notre langue, effort qui s'insère évidemment dans un plus vaste mouvement pour maintenir ou accentuer les rapports de force, dont ceux qui organisent la domination masculine. Donc, tout au long de son ouvrage qui est très intéressant, elle va présenter différents exemples pour soutenir cette idée-là, mais elle a expliqué d'ailleurs aussi que, en fait, pendant plusieurs années, comment est-ce qu'on régissait les règles d'accord, c'était par rapport à la règle de proximité. Donc, on pouvait accorder un nom avec, par exemple, un adjectif avec le nom qui était le plus proche dans la phrase. Par exemple, les bureaux, les divans et les tables étaient grandes. Puisque table était en dernier, on pouvait l'accorder avec table qui était au féminin. Mais c'est plus tard, en fait, donc que cette règle-là du masculin qui l'emporte a été mise en place. Et c'est par différents grammairiens. Par exemple, on voit Vaugelas au 17e siècle qui a dit ceci, donc parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu'il soit plus proche de leur adjectif. Donc c'est comme ça en fait qu'ils défendent cette règle-là. Donc on voit que c'est vraiment ancré dans le fait que le masculin est plus noble, donc c'est ancré dans des rapports sociaux carrément. Et Bauzé, un autre, va ajouter ceci au 18e siècle, le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, et là il rajoute à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Donc on peut pas dire que ce n'est pas en lien avec les rapports sociaux que cette règle-là a été édictée. Donc Viennot arrive à conclusion à cette conclusion-là. Elle dit « Des millénaires de monopole des hommes sur la parole publique
et l'écrit leur ont permis de façonner les langues à l'avantage de leur sexe et les interventions délibérées de ces derniers siècles, en France notamment, ont encore renforcé le pouvoir du plus fort ou du plus noble, entre guillemets. Donc, on voit que, on peut constater que la règle du masculin générique provient d'un contexte patriarcal où les hommes dominaient l'espace social et aussi l'espace linguistique. Donc, c'est eux qui ont façonné vraiment ça. Et donc, comme Diano démontre que la langue, elle est façonnée par la perception des rôles sociaux, le philosophe aussi Charles Taylor, c'est un autre expert que je suis allée questionner, que je suis allée regarder en fait, par rapport à ce sujet-là, sur la linguistique. Et donc, dans son livre « L'animal langage », la compétence linguistique humaine, il va dire ceci. La dimension linguistique a aussi permis aux agents humains de vivre de nouveaux types de relations, de créer de nouvelles bases sur lesquelles fonder leurs rapports mutuels, qu'il s'agisse de l'intimité ou de la distance, voire de la hiérarchie ou de l'égalité. Donc, selon lui, les comportements expressifs vont définir le champ des possibles d'une culture donnée, et contribuent à la constitution des possibilités existentielles d'une société donnée. Donc, en d'autres termes, si je le prends par rapport à notre sujet, si on entend seulement le pasteur, constamment seulement le pasteur, le prédicateur, etc., bien, on peut se dire, ah ben dans le fond, ce qui est façonné ici, les possibles, c'est qu'un homme soit pasteur ou qu'un homme soit prédicateur, mais si on n'entend jamais une femme prédicatrice, là, après, ça peut se transformer. Et à l'inverse, si on entend une femme prédicatrice, bien là, on voit que le champ des possibles vient de s'ouvrir davantage. Donc, le langage, en fait, on pourrait se baser sur ce que Taylor nous dit dans le reste de son livre aussi. Le langage exclusivement masculin contribue à façonner une vision du monde qui est plutôt dominée par les hommes. Mais d'un autre côté aussi, c'est possible de transformer, de renverser cette tendance-là par la potentialité du langage que ça nous donne. Donc, vraiment, lui, il est d'avis là, que clairement, le langage a un effet sur la réalité qui façonne nos relations et nos rapports. Donc, et que nos rapports ont un impact sur le langage qu'on a pu le voir avec Viano. Il y a aussi Pierre Bourdieu, qui est un sociologue, que je me suis intéressée à lui avec, par exemple, 2 de ses ouvrages, qui est le langage et pouvoir symbolique, puis l'autre ouvrage, c'était la domination masculine. Et il va décrire, en fait, le contexte patriarcal dans lequel on évolue depuis des siècles et dont le langage est utilisé, en fait, comme outil de pouvoir. Et lui, il va parler non seulement des femmes, mais aussi de toutes les cultures qui sont abusées, par exemple. Donc, Bourdieu, il emploie l'expression « domination masculine » pour articuler sa pensée sur le patriarcat. Il va démontrer de quelle façon est-ce que le langage peut être utilisé pour exercer un pouvoir sur les autres. Et il y a un concept qui est important chez Bourdieu, c'est celui du pouvoir symbolique. Donc, ça désigne une domination qui n'est pas exercée de façon physique ou même visible, mais c'est plutôt des processus sociaux qui sont imperceptibles et qui vont donc rendre ce pouvoir encore plus puissant parce qu'on s'en rend même pas compte. Et donc, ce pouvoir-là, il est exercé par différentes violences symboliques, c'est aussi une expression qu'il utilise, qui sont ancrées dans nos habitudes. Et donc, pour Bourdieu, la manière dont s'impose la domination masculine, c'est vraiment l'exemple par excellence de cette, je le cite, de cette soumission paradoxale, effet de ce que j'appelle la violence symbolique, violence douce, insensible, invisible, pour ses victimes même, qui s'exerce pour l'essentiel par les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance. Donc, pour lui, c'est vraiment lié à la communication. Et de plus, il va dire la force de l'ordre masculin se voit au fait qu'il se passe de justification. La vision endocentrique s'impose comme neutre, un peu comme on voit avec le masculin générique, et n'a pas besoin de s'énoncer dans des discours visant à la légitimer. Donc, on voit que c'est l'ordre naturel des choses. C'est un terme qu'on entend aussi beaucoup dans le milieu chrétien.
Et donc, ça me permet de concevoir l'utilisation du masculin générique comme une forme de violence symbolique, qui se passe d'explication, qui fait partie des normes naturelles qui sont acceptées même par tous, et aussi les indices que perçoivent les femmes, entre autres à travers les communications, souvent non dites. Ça façonne le champ des possibilités, comme on a vu avec Taylor. Le champ des possibilités pour elle, ça va dicter en fait ses choix, ses comportements, ses croyances, ses possibilités. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, qu'est-ce qui est bien vu, mal vu, etc. Et donc, par différents indices qui sont implicites ou explicites, les femmes vont se cantonner à des rôles qui leur semblent prescrits et dont la démarche va même échapper à leur conscience. Et donc, ça échappe aussi à une possibilité de transformation parce qu'elles n'en sont pas même conscientes. Il y a un autre élément de la pensée de Bourdieu qui est pertinent pour cette recherche-là, et c'était l'idée de la censure en tant que violence symbolique. Et je vous cite, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les censures les plus efficaces et les mieux cachées, il y a toutes celles qui consistent à exclure certains agents de la communication, en les excluant des groupes qui parlent ou des places d'où l'on parle avec autorité, pour rendre raison de ce qui peut et ne peut pas se dire dans un groupe. Il faut prendre en compte non seulement les rapports de force symboliques qui s'y établissent et qui mettent certains individus hors d'état de parler, par exemple les femmes, ou les obligent à conquérir de vive force leur droit à la parole. Et c'est une des choses qu'on va voir dans les groupes de discussion, à quel point si les femmes veulent avoir une place égale, bien, il va falloir qu'elles déploient beaucoup de force et de combat. Et donc, on voit que l'utilisation du masculin générique, tout comme l'exclusion des femmes de la tribune ecclésiale, relève de la censure, et donc qui est une violence symbolique qui va invisibiliser les femmes. Donc ça, c'était pour l'aspect linguistique. Maintenant, je suis allée regarder à tout ce qui avait été dit un peu sur la communication inclusive au Québec, au Canada, dans les institutions, en fait, par exemple, dans les grandes universités au Québec. Donc, c'est vraiment la communication inclusive qui est mise de l'avant, qui est recommandée. Et c'est la même chose pour l'Office québécois de la langue française, qui est assez clair, qui va dire, je cite, « Il est préférable de ne pas utiliser systématiquement le masculin générique pour désigner un ensemble de femmes et d'hommes. » Donc, c'est vraiment la recommandation ici qu'on a dans notre société québécoise. Par contre, elle va préciser ceci. On peut tout de même y recourir dans certains contextes, donc il n'est pas question de devenir légaliste à ce niveau-là, même les experts ici le disent ici, mais on va l'utiliser en alternance avec les procédés de rédaction épicène ou de discours, que sont la féminisation syntaxique et la formulation neutre, comme on a vu plus tôt avec les termes épicènes. C'est aussi déconseillé d'utiliser, par exemple, la fameuse formule qu'on a vue dans les dernières années. Donc, pour ne pas alourdir le texte en commençant un texte, par exemple, pour ne pas alourdir le texte, le masculin est utilisé, donc, mais ça peut désigner autant les hommes que les femmes. Donc ça, il ne recommande pas nécessairement d'utiliser ça, mais plutôt d'utiliser un langage plus inclusif en utilisant toute la gamme des procédés qui sont disponibles. Et ça fait des textes très intéressant, pas alourdi, si on le fait de la bonne façon. Donc, c'est le doublet, en fait, qui est une stratégie qui est la plus intéressante, surtout dans le cadre de ma recherche, qui cherche à rendre visibles les femmes dans un texte, donc moins à rendre tout neutre, mais plutôt donc pas masculin mais neutre, mais ce qui est encore mieux, c'est de féminiser aussi certains termes pour rendre les femmes visibles et aussi jouer avec le champ des possibles, comme on a vu avec Taylor, au sens où, comme je l'ai nommé l'exemple, est-ce qu'on veut peut-être promouvoir que les femmes puissent être pasteurs ou puissent être prédicatrices, par exemple. Donc, le fait d'entendre le mot prédicatrice a un fort pouvoir sur le champ des possibles pour elles. En ce qui concerne le langage inclusif, donc ça, c'était plutôt au niveau du Québec des recommandations. Évidemment, c'est un résumé que je vous fais aujourd'hui, donc
allez lire mon mémoire au complet si vous voulez vraiment tous les détails. C'est très intéressant, selon moi, évidemment, parce que c'est une question qui m'intéressait. Mais voilà, maintenant, c'est ça. Je voulais regarder au langage inclusif dans l'Église, parce que c'est un débat, en fait, ça m'a beaucoup surpris que le débat ait déjà été abordé, même au Québec, il y a plusieurs années, et même, encore plus surprenant, c'est du milieu féministe protestant que provient ce sujet-là du langage inclusif. Donc, à la base, dans les années 70 environ. Donc, dans les années 80, au Québec, en fait, le sujet a été mis sur la table dans le milieu catholique et puis, en fait, ça a mené même à ce que, dans les années 89, il y a une lettre intitulée, donc, avec les évêques ont publié une lettre qui disait un langage nouveau pour la communauté chrétienne et qui mettait l'accent justement sur le besoin d'avoir des communications plus inclusives. C'était assez surprenant parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, moi, je vois pas de différence. Et justement, en 1996, le collectif L'Autre Parole, qui est un collectif féministe catholique, je crois catholique, ou œcuménique, mais quoi qu'il en soit, eux, ils ont partagé tout un numéro avec différents articles qui parlaient de la communication inclusive et qui disaient « OK, il faut qu'on soit plus inclusif dans nos églises ». Donc ça, c'est en 96. Donc en 89, il y a eu une lettre, il y a eu un peu de mouvement par rapport à ça. Mais là, en 96, les femmes ont dit « Ben en fait, on voit pas de différence ». Et là, on est 30 ans après et moi, je suis en train de faire une recherche sur ce sujet-là. Donc, clairement, on voit qu'il y a eu des efforts au fur et à mesure, puisque j'étais la première surprise à voir que ça avait été déjà un débat qui avait été apporté, qui avait été, mis sur la table. Et donc là, moi, je fais ma recherche là-dessus. Donc, ça montre qu'il n'y a pas eu de transformation, finalement. Maintenant, j'aimerais vous partager le résumé de l'exégèse biblique que j'ai fait. Donc, évidemment, c'est un mémoire en théologie. Donc, une grande partie de ma recherche était fondée sur un argument biblique. Et le passage que j'ai choisi d'analyser, c'était le passage où Marie de Béthanie va verser du parfum sur Jésus quelques jours avant sa mort. Et à ce moment-là, les disciples vont être très choqués de voir Marie faire ça dans certains des récits, parce qu'on retrouve le récit dans Jean 12, 1 à 8, dans Matthieu 26, 1 à 13 et dans Marc 14, 1 à 9. Et il y a certaines différences dans les différents récits, mais dans certains de ces récits-là, elle va même essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus. Et donc, ce geste-là, les disciples sont vraiment concernés et même ils vont dire, Judas entre autres et aussi les disciples vont dire, on aurait dû utiliser le parfum de grand prix qui était estimé à 300 deniers, donc qui est le salaire d'un an de travail. Donc, les disciples vont dire, on aurait dû utiliser ça et donner cet argent-là aux pauvres. Donc, c'est un gaspillage, un gâchis ce que tu as fait. Et Jésus, lui, va plutôt dire non, elle a eu raison de le faire. Et c'est vraiment ce passage-là que j'ai choisi d'étudier. Donc, j'aimerais vous résumer dans les grandes lignes mon exégèse, donc mon étude. Donc, Jésus se retrouve dans un contexte patriarcal qui est dominé par des normes, des normes culturelles qui sont encore plus contraignantes pour les femmes qu'aujourd'hui. Et donc, certains commentatrices vont dire que même le fait qu'elle ait enlevé probablement son voile pour essuyer les cheveux, les pieds de Jésus avec ses cheveux, c'était un geste vraiment inconvenant, même qu'elle ait touché un homme, ça pourrait être inconvenant. Donc, et de voir qu'ils sont vraiment consternés là, par le gaspillage. Donc, il y a vraiment un geste qui est très provocateur, on pourrait dire, dans ce contexte-là. Et ils sont très virulents par rapport à ce que Marie a fait, par rapport à son geste. Donc, ça avait dit que les disciples s'indignent. Et donc, le terme utilisé en grec, c'est une colère qui est vraiment profonde devant une action qui est inappropriée ou moralement inconvenante. Et quand ils vont dire à quoi bon gaspiller ce parfum, bien, ils vont vraiment utiliser un terme qui dénote là, un état de destruction, de ruine.
Et ça va même être dit qu'ils vont s'emporter contre elle, donc ils vont vraiment réagir fortement. Il y a une notion de coercition qui est née du mécontentement, de la colère, de l'indignation. C'est vraiment le terme grec qui est employé ici. C'est une réponse émotionnelle qui est profonde, qui est associée à l'indignation, la sévérité, et vraiment une forte réaction interne. Donc ça vient vraiment bousculer les disciples, le geste de Marie. Et donc, ils vont vraiment aussi s'opposer ouvertement à son geste. Et dans ce contexte-là, Jésus, il choisit de la défendre. C'est quand même assez extraordinaire. Et aux questions des disciples, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ils vont dire aussi, à quoi bon ce gaspillage? Bien, Jésus va leur renvoyer une question. Il va dire, pourquoi tracassez-vous cette femme? Puis après, il va prendre sa défense. Il va élever son geste et son identité à Marie. Jésus va exposer, en fait, devant les gens, donc publiquement, devant les gens qui sont là, présents à ce dîner, ce qui se cachait dans le cœur de Marie. Il va dire, elle a accompli une belle œuvre à mon égard. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. En d'autres termes, pour lorsque je vais mourir, lorsque je vais être dans la tombe. Et donc, alors que le geste de Marie, il paraît inconvenant socialement, Jésus, lui, il met en lumière ses intentions qui sont pures. Il va affirmer aussi le caractère prophétique du geste de Marie et son discernement. Et le parfum qui est mentionné aussi, en fait, en grec, on voit, c'est une huile d'onction, carrément. Et on voit donc que Marie, dans les synoptiques, on voit que Marie, elle verse l'huile sur la tête de Jésus. Dans Jean, c'est sur ses pieds. Pourquoi pas, ça a pu être aussi sur tout son corps. Donc, si on peut rallier les trois récits. Mais bref, quoi qu'il en soit, le fait de verser une huile d'onction sur la tête, ça évoque une commission royale. Et donc, la femme ici, cette femme-là, Marie, elle est placée dans le rôle d'une prêtresse et ou d'une prophétesse. Et donc, l'onction de Marie va revêtre d'un double caractère identitaire. Donc, d'un côté, ça rend compte évidemment de l'identité de Jésus comme le roi, comme le Messie et comme celui qui allait être enseveli, qui allait mourir. Mais ça va aussi donner l'identité à Marie d'une prêtresse et d'une prophétesse. Et donc, après l'avoir défendu devant les disciples, voici là où moi, ça me parle beaucoup au niveau de l'inclusion des femmes, donc de mon sujet. Jésus va dire, il va l'inclure dans le récit de la passion à perpétuité. Il va dire « Amen, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et donc, par ces paroles, Jésus démontre qu'il inclut les femmes et les élève pour qu'elles aient de l'influence et aussi qu'on se souvienne d'elles. Et donc, en résumé, la façon dont Jésus a réagi dans ce passage, ça démontre à quel point il défendait, à quel point il incluait les femmes. Et on peut donc tirer, évidemment, mon approche est christocentrique, donc on peut tirer de l'attitude et du comportement de Jésus, des pratiques à mettre en place nous-mêmes dans nos vies et dans nos églises. Alors, voici quelques pistes de réflexion par rapport à ce passage-là. Évidemment, mon étude était beaucoup plus détaillée dans mon mémoire. Je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse. Mais donc, on constate que Jésus va à l'encontre de plusieurs règles culturelles. Donc, il va libérer les femmes de certains rôles qui leur étaient confinés. Il va les rendre visibles, il va les rendre publics. Et dans le même ordre d'idées, donc, on ne doit pas avoir peur d'aller à l'encontre des normes culturelles, et dans ce cas-ci, c'est les normes du langage. Donc, bien que la règle du masculin générique, elle est répandue, certaines normes culturelles, elles doivent être parfois transformées pour favoriser plutôt l'inclusion, l'égalité. Donc, au lieu de les invisibiliser, on doit suivre l'exemple de Jésus qui a vraiment inclus Marie et l'a rendu public même et à perpétuité. C'est magnifique. Et donc, on peut faire la même chose pour les femmes dans nos communautés ecclésiales, publiquement. On voit aussi que Jésus, il va vraiment remarquer l'attitude des disciples à l'égard de Marie, il va les reprendre à ce sujet-là. Et donc, le fait que Marie sorte des normes culturelles, ça a vraiment suscité des vives réactions et Jésus, il en est conscient. Donc,
je crois qu'on peut apprendre de ça et donc de ne pas agir avec précipitation, avec colère, avec indignation quand on voit, par exemple, des comportements qui sont plutôt hors normes culturellement. Donc, l'idée, c'est de chercher plutôt à comprendre avec discernement, donc d'être sensibles les uns aux autres, d'agir pour défendre les plus vulnérables, les plus opprimés. Et donc, voilà. Et enfin, comme Marie, elle a posé un geste prophétique et extravagant pour Jésus, je veux souligner qu'elle peut devenir un modèle pour les femmes d'aujourd'hui, à prendre leur place publiquement en exerçant leurs dons dans l'Église. Puis, donc, elle devrait le faire avec un courage pour aller à contre-courant des normes actuelles qui favorisent plutôt la voix masculine. Donc, on peut suivre l'exemple de Marie. Ça peut devenir vraiment une inspiration pour chacune d'entre nous. Et donc, dans mon mémoire aussi, je démontrais, je regardais à l'ensemble de la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, de quelle façon est-ce que les femmes avaient aussi été mises en évidence, de quelle façon elles avaient été rendues, on pourrait dire publiques. Je regardais à des exemples comme Déborah, Esther, les filles de Tsélophade, Marie, qui a écrit un magnifique hymne, on pourrait dire, les collaboratrices de l'apôtre Paul qui sont nommées, par exemple, dans Romains, à la fin dans Romains 16, les paraboles de Jésus aussi, où il va employer des femmes pour illustrer ses enseignements. Donc, partout dans la Bible, on va chanter leurs exploits, on va officialiser par écrit leur influence, on va nommer leurs noms, on les rend publics, on les rend visibles, on se remémore leur bravoure, on les utilise comme des exemples et des inspirations. Et donc, même si on sait très bien que si la plupart des auteurs n'ont pas utilisé, évidemment, le langage inclusif, que souvent ils ont invisibilisé les femmes dans la Bible, on voit que si on regarde à la grande histoire de Dieu, les Écritures foisonnent quand même de communication inclusive. Il faut seulement y porter attention. Maintenant, j'aimerais entrer dans la portion d'analyse des résultats. Donc, je veux vous présenter en fait les résultats de mes groupes de discussion. Donc, il y a eu 2 groupes de discussion qui ont été animés donc qui donnaient la parole à des femmes francophones qui fréquentent une église évangélique francophone. Et donc, on est allé les questionner à savoir qu'est-ce qu'elles pensaient de ce sujet-là. Et donc, j'aimerais vous résumer un peu les discussions autour de différents concepts. Donc, premièrement, leur conception de l'inclusion et de l'exclusion. Puis après, on va regarder à l'impact de la communication inclusive et du masculin générique sur les femmes. Alors, voici les différentes conceptions de l'inclusion selon les participants. Donc, la première question dans les groupes de discussion, c'était comment est-ce que vous concevez, c'est quoi pour vous, en fait, l'inclusion? Donc, une d'elles, par exemple, mentionnait le volet égalitaire. Elle va dire, c'est être considéré sur un même pied d'égalité, de ne pas avoir l'impression d'être pas égal ou d'être mise de côté, de sentir que tout le monde est sur un même pied d'égalité, dont moi ou ce que je représente. Il y en a aussi une autre qui a dit d'avoir autant de chance que les hommes dans le leadership. Et une homme a dit que ma parole est aussi importante qu'un autre dirigeant masculin, qu'on considère que ce que je dis, qu'on se considère ce que je dis autant qu'un homme. Il y a 2 participantes aussi qui abordaient la considération de leurs paroles dans les discussions décisionnelles. Donc, une a dit, pour moi, être incluse, c'est à quel niveau est-ce que j'ai de l'influence en tant que femme? À quel niveau est-ce que je fais partie des discussions qui peuvent changer la donne? Est-ce que mon opinion compte? Est-ce qu'on recherche mon opinion? Il y a un autre élément de réponse que les femmes ont amené par rapport à leur inclusion, c'était la possibilité d'exercer leurs dons dans l'Église. Par exemple, ce que moi j'ai apporté dans le leadership à travers les dons que j'ai à offrir à l'Église, que je fréquente, ou encore à la famille d'Église que je fréquente. Quelle place est-ce qu'on me laisse servir dans l'Église? C'est tous des exemples un peu de ce qu'elles ont dit. Il y a aussi une participante qui a mentionné l'aspect communicationnel, donc être sensible au fait que je suis interpellée par quelqu'un qui va utiliser hommes et femmes, par exemple. Donc, ces réponses-là, elles démontrent de quelle façon est-ce que les femmes envisagent l'inclusion. Et elles ont fait référence à l'égalité dans le cadre des relations hommes-femmes. Elles ont mentionné l'accès au leadership,
à la prise de parole influente aux discussions, aux décisions. Et elles ont également fait le lien entre l'inclusion et l'exercice de leur don dans l'Église. Et moi, je veux souligner ma surprise ici quant à la tournure des discussions, parce que, en fait, selon moi, c'était des questions qui allaient être abordées plus tard dans la grille de discussion pour mes groupes. Donc, la question du leadership, la question des dons dans l'Église, de l'exercice des dons. Donc, j'ai été vraiment surprise que dès la première question, dès les premières interventions, l'inclusion, la façon qu'elle concevait l'inclusion, c'était vraiment lié à ça, au leadership dans l'Église. Les participantes, elles auraient pu décrire, je m'attendais à des réponses comme un sentiment d'appartenance, de bien-être, des relations harmonieuses, du soutien, comment est-ce qu'on peut se sentir inclus avec de la reconnaissance, avec un sentiment de communauté, communautaire. Donc, pourtant, les deux groupes ont pris la direction des relations hommes-femmes et de l'accessibilité au ministère, donc pour définir l'inclusion. Alors moi, ça m'a vraiment surprise, mais c'est vraiment, on voit qu'il y a donc une corrélation là, entre l'exercice des dons et l'inclusion. Et c'est cet angle d'approche-là, en fait, moi, je focalisais beaucoup plus au début, avant de faire mes groupes, sur la langue française, on pourrait dire. Mais cet angle d'approche-là des participantes, puisque je voulais vraiment mettre de l'avant leur expérience, c'est elles qui ont un peu porté la direction de ma recherche, on pourrait dire, parce que j'ai basé mes conclusions sur leur expérience, entre autres. Donc, c'est vraiment cette vision-là, cette tournure-là qui a fait en sorte que ça a teinté un peu le reste des questions, le reste des réponses aux questions. Et donc, on voit aussi avec le titre de mon mémoire, l'inclusion des femmes dans les communications. Alors, on va voir que ça a un impact aussi avec le fait d'être communicatrice. Donc, dans les communications, c'est pas seulement dans la langue française. Alors, ça a vraiment teinté tout le reste de ma recherche et tout le reste, évidemment, de leurs réponses, de commencer en parlant des relations hommes-femmes. Le thème de l'exclusion, de son côté, c'était vraiment lié, les réponses, parce que des fois, pour parler d'inclusion, ils parlaient d'exclusion pour un peu utiliser des contre-exemples. Mais il y a deux thèmes qui sont ressortis, deux sous-thèmes qui sont ressortis de l'exclusion. Et le premier sous-thème, c'est celui du plafond de verre. Donc, le plafond de verre, c'est, selon une définition, c'est une barrière à la mobilité verticale ascendante contre laquelle se butent certains groupes d'individus dans l'ascension aux postes les plus élevés d'une société ou d'une entreprise, malgré leurs compétences, et qui résultent de contraintes sociales, de stéréotypes ou d'une discrimination systémique. Donc, par leurs interventions, les participantes, elles ont clairement démontré qu'elles faisaient face à ce phénomène-là dans l'Église. On va le voir plus en profondeur, mais le deuxième sous-thème, juste pour le nommer, là, c'est celui du cercle vicieux, c'est-à-dire qu'elles ont mis en lumière la dynamique entre la faible représentation féminine à des postes publics et décisionnels qui renforce la faible participation des femmes dans ce genre de rôle. Donc, pour ce qui est du plafond de verre, c'est vraiment à partir des expressions que j'ai relevées dans les différents groupes que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment ce thème qui était là. Donc, en regardant ce à quoi les femmes font face pour prendre leur place de façon égale aux hommes et ce qu'elles doivent faire pour avoir leur place, donc ce qu'elles doivent déployer, j'ai fait ressortir un champ lexical, donc où on voyait limite, barrière, des mots comme ceux-là, limite 8 fois, barrière 3 fois, critique, mépris, résistance, bloc, pas d'ouverture, pas accepté, difficile, inconfort. Et on voit aussi qu'est-ce qu'elle doit faire donc pour prendre leur place finalement, se battre 8 fois, oser 3 fois, courage 2 fois, se prouver 2 fois, audace, bataille, affronter, défaire, pousser, défoncer. Alors, on voit vraiment que ce champ lexical ou ce champ de bataille, comme je l'ai nommé dans ma recherche, démontre en fait clairement que les participantes ont expérimenté le phénomène du plafond de verre dans l'Église.
On voit par exemple cette participante qui dit je me sens incluse dans les métiers qui ont été catégorisés par les leaders comme étant accessibles aux femmes, mais c'est une inclusion partielle, donc l'école du dimanche, le nettoyage de l'église, ce genre de choses. Et plusieurs, vraiment une majorité même, ont mentionné l'école du dimanche comme une des seules possibilités en fait offertes aux femmes de façon visible. Et elles vont regarder au rôle visible, au rôle de leadership, au rôle public, au rôle de prise de parole, puis elles vont dire qu'il y a une très faible représentation féminine. Donc, elles vont dire qu'en public, le dimanche matin, c'est toujours très, très masculin. Alors, l'inclusion a une barrière toujours. Donc, elles démontrent que oui, il y a du staff, des employés qui sont des femmes, bien évidemment, mais qu'il y a un plafond de verre au sens où arriver à certains rôles dans l'Église, là, comme la prédication à certaines sphères, l'aspect public, l'aspect prise de parole, l'aspect leadership, l'aspect décisionnel, la majorité dit que, et bien évidemment, il y avait des barrières, en fait, pour les femmes. Et il y a aussi un principe intéressant, elle mentionnait aussi que, par exemple, ça c'est un principe féministe l'intersectionnalité, qui dit que les facteurs de discrimination s'accumulent pour un individu. Par exemple, une femme va subir davantage de discrimination qu'un homme, mais une femme noire, par exemple, va subir davantage de discrimination qu'une femme blanche. Donc, certaines ont souligné que, OK, c'est difficile, il y a un plafond de verre pour certaines responsabilités, pour les femmes, mais imagine une femme noire qui va prêcher. OK? Donc ça, un palier de plus à franchir. D'autres ont mentionné aussi les femmes célibataires. C'était comme une barrière supplémentaire, le fait d'être célibataire. Donc, ça empêchait certaines de pouvoir accéder à des postes de leadership. Et elle témoignait du fait qu'elle pouvait voir les options pour elles réduites lorsqu'elles sont célibataires plutôt que mariées, par exemple. Aussi, j'ai une petite parenthèse que je trouvais intéressante. Dans les deux groupes de discussion, quand même, la fête des mères a été mentionnée. Et c'était comme mentionné comme une vaine tentative d'inclusion. Donc, de voir qu'à des moments ponctuels, OK, donc les femmes peuvent pas vraiment prêcher à part à certains moments comme la fête des mères ou la journée des femmes, on pourrait dire. Mais tout ça, c'est ponctuel et les deux groupes l'ont mentionné. Donc, on voit que même... c'est comme une tentative vaine et même, je crois que ça a même un effet inverse, de dire votre place c'est juste à la fête des mères ou pour prêcher aux femmes. Je crois que c'est vain comme tentative d'inclusion, en tout cas, du moins c'est ce que les femmes qu'on a questionnées croyaient. J'avais envie de faire cette petite parenthèse-là. Le deuxième sous-thème, c'était le cercle vicieux, donc à partir du plafond de verre, il va se créer un cercle vicieux, donc qui diminue la présence des femmes dans des rôles publics, dans des rôles de communication, de leadership. Et donc, puisqu'elles sont peu nombreuses à être visibles dans ce genre de rôle, les femmes sont moins portées à s'y consacrer. Ça va prendre beaucoup plus de courage si elles ne voient aucune femme le faire. Pour résumer un peu cette idée-là, il y a une participante qui a bien résumé la situation en disant ceci. Je sais qu'on dit beaucoup dans le milieu où je suis, ouais, mais on veut donner plus de place aux femmes, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très, très peu, puis des fois, on se dit, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Il y a tellement peu de modèles que ça prend encore beaucoup d'audace pour dire « Ok, moi, j'accepte de me lancer dans cet appel-là au leadership. J'ai le courage de prêcher, même si je sais que les critiques que ça va risquer de susciter, etc. » Et donc, des fois, il y a un cercle vicieux qui se crée dans le fait qu'il y a peu de modèles féminins, ou très peu ou pas, pour inspirer les femmes à prendre ce rôle-là. Donc, ça nous montre un peu ce principe-là du cercle vicieux. Et j'ai remarqué que l'intentionnalité, c'était un des éléments clés qui contribuait à dynamiser le cercle vicieux de l'exclusion des femmes.
Si les leaders ne sont pas intentionnels à choisir et former des femmes pour qu'elles prennent leur place dans l'Église, non seulement elles peuvent se sentir exclues, mais en plus elles perdent l'occasion de devenir des modèles pour encourager les autres femmes à prendre leur place. Donc, certaines des participantes ont fait l'expérience de se sentir invisibles ou choisies, on pourrait dire, par dépit. Donc, une va dire, on est au courant que je fais des études, j'ai ce qu'il faut, mais jamais on m'a approché. Jamais on a voulu investir en moi. Plus tard, elle va dire, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas le premier choix, puis c'est vraiment malheureux. Et il y a une autre participante qui résume vraiment bien le cercle vicieux de l'exclusion et le rôle de l'intentionnalité dans justement cette thématique-là. Si depuis le début, depuis l'adolescence, mettons, on va dire, il y a une distinction faite, ou tu sens une distinction entre comment on traite un jeune homme ou une jeune femme, les propositions faites à un jeune homme ou une jeune femme, si à côté de toi, ton mari se fait tout le temps proposer d'aller étudier à l'école biblique, d'apprendre à prêcher, de se faire coacher, puis toi, jamais, déjà à la base, ça crée quand même un certain déséquilibre. Juste dans la tête, mettons, dans la tête d'une femme. Fait que clairement, il y a beaucoup moins de femmes déjà qui se sentent encouragées et poussées, alors que je sais très bien combien il y a eu des jeunes hommes recrutés. Dès qu'il y a un jeune homme, un peu de leadership, on le recrute, on l'envoie, on l'encourage à l'école biblique. Il y a aussi ça, l'espèce d'encouragement, de recrutement, de coaching qui est beaucoup plus offert déjà à des hommes. Il y a quand même, dès le début, un genre de déséquilibre. Et donc, ce témoignage décrit vraiment le manque d'intentionnalité à former, à coacher, à encourager les femmes dans leur appel, ce qui contribue au cercle vicieux, en fait, de l'exclusion, parce qu'il y a peu de femmes, donc de modèles de femmes qui sont rendus visibles pour inspirer d'autres à prendre aussi leur place dans certaines responsabilités. Maintenant, voyons comment l'impact de la communication sur l'inclusion des femmes. Donc, voyons de quelle façon est-ce que la communication influence l'inclusion ou l'exclusion des femmes dans l'Église. J'aimerais qu'on regarde à l'impact du langage inclusif sur les femmes dans l'Église. Donc, il y avait quelques réactions face au langage inclusif que je voulais partager. Par exemple, une va dire « À chaque fois qu'il y a un petit clin d'œil, on dirait que ça me fait vraiment chaud au cœur. » Ah, moi aussi, je suis incluse dans le message et moi aussi, je peux m'identifier à ça. Il y en a une autre qui va parler aussi de l'effet chaud au cœur. Elle va dire j'ai remarqué qu'il y avait eu un effort qui avait été fait. La présence de cet effort-là, moi, ça me fait vraiment plaisir. Il y a une participante qui dit qu'elle trouvait ça plus rassembleur. Une autre qui va dire qu'elle se sentait interpellée, qu'elle a le cœur ouvert, que ça enlève les résistances, que ça peut même guérir les blessures d'exclusion. Et donc, c'est tout ça que ça peut faire, donc, le langage inclusif. Aussi, ça peut avoir, donc, oui, un impact sur les émotions des femmes, mais aussi un impact sur leur propension à prendre leur place dans l'Église, donc à s'impliquer. Une participante a dit « La vérité, c'est que moi, dans les églises où je vais, il y a plus de femmes que d'hommes. On ne peut pas se permettre d'avoir un langage qui n'est pas inclusif. On ne peut pas se priver que les femmes se sentent interpellées, qu'elles aient envie de s'impliquer dans leur Église, qu'elles aient ce sentiment-là d'appartenance à leur Église au point de vouloir aller plus loin dans leur implication, dans leur croissance, dans le leadership, d'aller faire des études bibliques. Je pense que c'est tout ça que ça peut engendrer. C'est pas obligé d'aller faire des études bibliques, mais l'inclusion, je pense, permet d'amorcer tout ça, en tout cas, le fait d'avoir un sentiment d'appartenance, de vouloir faire un processus de disciple ensuite, puis d'aller vraiment plus loin. Aussi, j'ai fait un peu, j'ai regardé aux mots qui avaient été utilisés un peu au champ lexical pour le mettre en contraste avec le champ lexical de la bataille qu'on a vu tout à l'heure. Le langage inclusif, comment ils l'ont décrit, on voit qu'ils ont utilisé des termes comme ça. Incluse, interpeller, cœur ouvert, égalité, je suis bienvenue, chaud au cœur, considérer, s'identifier, sentiment d'appartenance, pas de bataille, barrière en moins à franchir, le chemin est déjà fait, pas d'effort, enlève les résistances, pas de remise en question, pas de doute, avoir sa place, pas oublier, aimer par mon Église, guérir les blessures. Donc, ces termes-là, ces expressions-là, de l'impact du langage inclusif, on voit à quel point il contraste avec tout ce qu'on a vu, tous les mots qu'on a vus tout à l'heure, du champ de bataille, on pourrait dire.
En ce qui concerne l'impact de l'utilisation du masculin générique, donc certaines ont mentionné qu'elles s'en rendaient même pas compte tellement ça fait partie de notre vision du monde, de nos habitudes. Par contre, elles remarquent quand le langage inclusif est utilisé. Donc, au mieux, on ne remarque pas le masculin générique, mais on va remarquer l'effort d'inclusion qui est là et on voit à quel point ça apporte des bienfaits. Donc, la majorité ont parlé des impacts négatifs du masculin générique. Donc, par exemple, il y en a une qui va dire « Ça m'est arrivé à des rencontres de leaders, par exemple, où je me disais « Coudon, est-ce que je suis vraiment interpellée ici? Est-ce que je suis une décoration ou est-ce que j'ai vraiment ma place ici? » Elle a dit « C'est un peu sournois, mais c'est un peu comme ça que je me sens. Est-ce qu'ils veulent vraiment que je sois là? » C'est insidieux, le mensonge qui vient à force de toujours entendre le masculin, c'est un peu ça. Est-ce que c'est vraiment ta place? Est-ce qu'il faut que tu pousses pour prendre ta place ou c'est peut-être pas à toi qu'on s'adresse? Une autre participante qui partage les difficultés supplémentaires pour les femmes dans un contexte où les communications ne sont pas inclusives. Donc, quand il n'y a pas un langage inclusif, si toi, comme femme, tu veux prendre ta place, c'est inconscient, mais tu réalises qu'il va falloir que tu te battes plus. Je pense que ça limite quand le langage n'est pas inclusif. Une autre rend compte que c'est comme si c'était des églises d'hommes. Si tu regardes les écrits, les chants, les lettres envoyées, etc., c'est vraiment pas facile. Pour elles, c'était difficile à tolérer. Et aussi, d'autres participantes ont mentionné l'impact négatif dans notre société québécoise de ne pas avoir un langage inclusif. Donc ça a été nommé aussi. Alors, maintenant, j'arrive à mes recommandations, parce que le temps file, mais j'arrive aux recommandations. Donc, à partir de tout ce qu'on a vu, à partir de l'étude biblique, des experts qu'on est allé consulter, à partir de ces femmes qui ont pris la parole sur le sujet, quelles sont mes recommandations? Bien, la première recommandation, premièrement, c'est d'inclure les femmes dans les communications. Donc, sans surprise, la première recommandation, c'est déconseiller l'utilisation du masculin générique pour favoriser plutôt un langage inclusif dans les communications écrites et orales à l'Église. Donc, il faut donc utiliser différentes stratégies rédactionnelles ou de discours pour parvenir à ça. Donc, en choisissant, par exemple, des mots épicènes, mais aussi, surtout, en utilisant des mots, des doublets qu'on pourrait dire pour que les femmes se sentent aussi incluses. Et surtout, on pourrait dire aussi, il va être important de féminiser, par exemple, les titres de fonction, puis de les utiliser pour rendre accessible, ouvrir en fait le champ des possibles pour les femmes. Une autre façon d'inclure les femmes dans les communications, c'est aussi d'utiliser leurs histoires, leurs écrits, leurs paroles, leurs exemples. Donc, les équipes de communication doivent être intentionnelles à utiliser l'histoire des femmes dans la Bible, à citer des théologiennes, par exemple, les prédicateurs, les prédicatrices qui le font, utiliser des théologiennes, des écrivaines, utiliser des femmes pour exemplifier, pour appliquer des points de prédication. C'est toutes des choses, des stratégies qui peuvent être employées pour ça. Et aussi, on peut penser aux photos aussi qu'on voit, donc regarder au visuel, donc il y a autant d'hommes que femmes, par exemple, sur les réseaux sociaux dans ce qu'on partage. Et donc, ces stratégies-là, le but, c'est de rendre visibles et incluses les femmes dans les communications. Voilà, d'avoir un impact positif sur leurs sentiments, donc, mais aussi sur leur engagement envers l'Église. Et pour arriver à rendre les Églises plus intentionnelles et plus sensibles aussi à cet enjeu-là, donc je recommande de participer peut-être à des formations que je suis prête à offrir pour justement rendre nos communications plus inclusives. Donc, par exemple, en outillant les équipes d'administration, l'équipe pastorale, l'équipe des réseaux sociaux, de ceux et celles qui prennent aussi la parole publiquement. Le deuxième grand point, c'est d'inclure les femmes comme communicatrices. Donc, on voit que l'inclusion est vraiment directement liée à l'exercice des dons dans l'Église. Donc, la deuxième grande recommandation, c'est d'inclure les femmes comme communicatrices, que ce soit au niveau de la communication, donc de la prédication ou de tout ce qui est
prise de parole publique, mais aussi en ce qui concerne les postes de leadership. Donc, l'idée, en fait, c'est que ça témoigne, ça témoigne d'un message encore plus clair, donc de pas seulement utiliser des mots pour inclure les femmes, mais qu'elles se sentent incluses en étant des modèles, donc elles-mêmes, qu'on le voit visiblement. Ça, c'est un message encore plus clair et c'est une communication encore plus, on pourrait dire puissante, je dirais même, que les mots, c'est vraiment une mise en pratique de l'inclusion finalement. Donc, pas seulement utiliser des mots, mais vraiment une mise en pratique de mettre ces personnes-là, des femmes, dans ces positions-là. Et donc, ça vient briser aussi le cercle vicieux de l'exclusion en encourageant, en inspirant des femmes, des modèles féminins. Et donc, pour arriver à cela, les leaders actuels, ils doivent être intentionnels à coacher, former, comme on a vu, l'importance donc d'être intentionnel pour briser ça, pour briser le cycle. Et donc, pour ce faire, pour être intentionnel, moi, je recommande de mettre en place un programme d'équité dans le recrutement du personnel et des bénévoles. Et aussi, c'est recommandé aussi de mettre en place, comme on a vu, à quel point c'était important de mentorer, de former, d'outiller, de supporter les femmes puisqu'elles ne le sentent pas actuellement. Donc, de mettre en place un programme de mentorat pour accompagner les femmes qui voudraient prendre différentes responsabilités dans l'Église. Donc, ça va être vraiment un élément très important à mettre en place dans nos églises. Et j'aimerais terminer finalement avec cette conclusion, brève conclusion. Donc, dans Proverbe 18, 21, on lit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le potentiel du langage, il peut se déployer d'un côté comme de l'autre. Donc, si le langage agit avec autant de puissance sur les croyances, sur les comportements, sur les rapports sociaux, l'Église, elle doit se demander quel genre de communauté elle cherche à façonner. » Et la communication inclusive, comme on l'a vu, c'est un des outils pour façonner des communautés de plus en plus à l'image de Christ, où chaque personne se sent incluse, peut être mobilisée à son plein potentiel pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci tout le monde de m'avoir écouté, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer et aussi théologie pratique, alors je suis prête à mettre en pratique toutes ces belles conclusions-là. Si vous voulez plus d'informations sur des formations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, bonne journée tout le monde.